Bonjour, je suis Sylvain Piccini, associé au sein du cabinet Bangs, un cabinet de conseil en stratégie et innovation. Je vous propose de vous faire une présentation qui durera à peu près 35 minutes et de nous laisser 5 à 10 minutes de questions-réponses. Ce que je suggère, c'est de noter vos questions dans la conversation tout au long du webinaire et j'y répondrai à la fin. Sécuriser le risque fournisseur est un sujet crucial pour toutes les entreprises. La crise que nous traversons aujourd'hui met encore plus en évidence l'importance, voire l'urgence, de mettre sous contrôle les risques. Dans les illustrations que je vais vous donner, j'ai choisi de concentrer mon intervention sur les achats directs de production. Dans ce cas, en effet, les risques liés à l'écosystème fournisseur peuvent avoir un impact significatif sur la supply chain des entreprises. Aujourd'hui, le problème qui se pose n'est pas de sécuriser le redémarrage suite à cette crise. En effet, tout le monde a trouvé des solutions plus ou moins satisfaisantes pour relancer les chaînes de fabrication. En revanche, le sujet est de prévenir les prochaines menaces d'interruption de la chaîne d'approvisionnement et d'être prêt à y faire face. Il s'agit donc de mettre en place des solutions pérennes pour détecter au plus vite les problèmes et de sécuriser la prise de décision sur la base d'informations fiables, exploitables instantanément. J'illustrerai ma présentation d'exemples rencontrés par nos clients et je finirai par un cas pratique mené en collaboration avec un client industriel qui a consisté à bâtir une tour de contrôle des fournisseurs. Alors, pour démarrer, nous allons voir que les fournisseurs sont l'une des sources de perturbations supply chain les plus coûteuses. Ils sont donc à mettre sous contrôle en priorité pour minimiser l'impact des risques qui leur sont associés. L'étude, qui a été menée par les Arts et Métiers en 2019, met en évidence ce constat. D'une part, les chaînes d'approvisionnement des acteurs industriels ont connu une vingtaine de perturbations au cours des 5 dernières années. Elles leur ont coûté, en moyenne, par entreprise, 20 millions d'euros. Cela va de l'arrêt d'un fournisseur majeur à l'interruption ou le défaut de performance d'au moins un maillon de la chaîne, c'est-à-dire depuis le site de commande du fournisseur, en passant par les entrepôts et jusqu'au site interne du client. D'autre part, les fournisseurs apparaissent comme le maillon faible et la principale cause de ces perturbations. Les entreprises interrogées déclarent que plus de 55% des dysfonctionnements constatés sur leur supply chain auraient pour origine leurs fournisseurs. 35% des perturbations rencontrées proviendraient de leurs sous-traitants de rang 1, 15% de sous-traitants de rang 2 et 5% de ceux de rang 3 et plus. Et pourtant, malgré le coût de ces perturbations, 65% des entreprises interrogées disent qu'elles n'ont pas une connaissance de tout leur schéma de flux avec leurs fournisseurs. Par exemple, elles confessent qu'elles ne connaissent pas la localisation ni l'activité précise de leur site fournisseur. Typiquement, sur la localisation, si je sais que les sites de fabrication de composants électroniques de mon fournisseur sont au Japon, alors toute catastrophe sur la zone devrait m'alerter. Rappelez-vous en 2011, lorsqu'un tsunami a frappé le Japon, ce qui a entraîné l'incident nucléaire de Fukushima, il a déclenché la paralysie de tout un pan du sourcing de composants électroniques. Cette paralysie a menacé le secteur électronique français, qui représentait 27 milliards d'euros et 400 000 emplois à ce moment. Concernant la connaissance de l'activité précise des sites fournisseurs, nous avons par exemple Apple en 2010, qui aurait pu s'éviter une bien mauvaise publicité avec son sous-traitant Foxconn et ses suicides à la chaîne. En effet, les alertes sur les conditions de travail et le climat social chez les assembleurs taïwanais avaient été remontées plus d'1 an avant le scandale. Maintenant, après avoir pris conscience de l'importance de mettre sous contrôle ses fournisseurs, la question est de savoir comment avoir les bonnes informations pour pouvoir répondre rapidement. Face à la crise d'aujourd'hui, vous avez tous dû réagir dans l'urgence et vous avez probablement été confrontés à la difficulté d'avoir accès à des données fiables et exploitables instantanément. La nécessité ici est d'avoir les bons capteurs aux bons endroits. Quels sont mes articles critiques susceptibles de bloquer mes chaînes de production?
Est-ce que je sais dire si je vais pouvoir être livré? Si mes stocks tampons sont suffisants? Pour combien de temps? Ai-je un plan alternatif d'approvisionnement depuis une autre zone géographique? Par exemple, en 12 ans, en France, le nombre de ruptures d'approvisionnement a été multiplié par 20 sur le sujet des médicaments pour atteindre aujourd'hui 871. Si plusieurs raisons peuvent expliquer ces insuffisances d'approvisionnement, une des causes majeures provient de la délocalisation et de la concentration de la production vers une poignée de pays, voire d'usines. En effet, 80% des médicaments vendus en Europe contiennent des principes actifs importés d'Inde ou de Chine. Et dans l'actualité récente, nous avons tous entendu parler des ruptures de paracétamol et d'hydroxychloroquine. Cette prise de conscience oblige les entreprises à repenser leur système d'évaluation et de pilotage des risques fournisseurs. Ils sont à définir en fonction de l'impact critique sur leur supply chain. Lorsque l'activité de la Chine ralentit, certains acteurs sont dans un état d'extrême vigilance. Par exemple, Bosch, le plus grand équipementier automobile mondial, a 23 usines en Chine, dont 2 à Wuhan. Les géants TSMC et Foxconn, fournisseurs clés de composants électroniques, notamment pour Apple, y ont également beaucoup d'usines. Et d'ailleurs, ils ont perdu 10% de capitalisation en bourse en une seule journée pendant la crise actuelle. Mais avoir les bonnes informations n'est pas suffisant. Il faut y avoir accès vite. Le pilotage des risques fournisseurs doit répondre à une exigence de réactivité immédiate. Et les entreprises y sont mal préparées. En effet, il est difficile de disposer dans un même endroit d'informations consolidées, fiables, exploitables et à jour. Car les sources d'informations sont multiples, disparates, de granularité différente et avec de gros volumes. Elles proviennent des achats, des usines de production, de la logistique, des fournisseurs, des agences de notation, des clients et bien d'autres. Elles sont très souvent issues de dizaines de systèmes différents en interne comme en externe. Rien que dans une même entreprise, les systèmes d'approvisionnement sont bien souvent différents d'une usine à l'autre, avec autant de référentiels fournisseurs, contrats et articles qu'il y a d'usines. À titre d'exemple, rappelez-vous l'affaire de la viande de cheval de l'usine Spanghero. Cette usine avait acheté de la viande de cheval à un fournisseur malveillant, en pensant que cela était de la viande de bœuf. Eh bien, l'intermédiaire par qui le scandale est arrivé avait déjà fait l'objet de poursuites judiciaires pour le même type de malversation. Avec un criblage des bénéficiaires en amont, cela aurait pu être évité. Nous allons maintenant voir que les sources d'informations accessibles tout au long du cycle de vie du fournisseur sont multiples. Bien exploitées, elles peuvent toutes contribuer au pilotage et lever les alertes pour agir. Prenons le processus achat de bout en bout. Partir de la conception, au moment où le produit dont je vais avoir besoin est imaginé. Ensuite, le sourcing, avec la recherche de la meilleure offre. Puis la phase contrat, avec le choix d'un fournisseur. La commande et tout le traitement jusqu'à la facture. Et enfin, la logistique pour la partie livraison. Pendant tout ce cycle, nous pouvons noter qu'une complexité supplémentaire est le nombre d'acteurs impliqués. Les fournisseurs vont bien entendu fournir des informations de toutes sortes. Les acheteurs, responsables supply chain, logisticiens et responsables qualité seront en charge chacun d'une partie des risques. Ils devront tous collaborer pour avoir une vue complète du fournisseur. Pour finir, d'autres acteurs internes interviennent et pourront aussi identifier des alertes. Les prescripteurs, les valideurs budgétaires, les juristes et les comptables. Avant de parcourir les données directement liées au cycle de vie du fournisseur, je vais citer quelques sources de données externes. Elles sont également essentielles pour analyser correctement l'ensemble des risques. Dans le cadre des solutions de gestion des cycles de vie produits, ou PLM, Product Lifecycle Management, aux nomenclatures produits sont rattachés des composants, achats, qui sont associés aux fournisseurs. Ensuite, les données liées à l'activité externe du fournisseur seront une aide précieuse pour tout type de risque concernant le fournisseur. E-réputation, anticorruption, santé financière,
éco-responsabilité et bien d'autres. Nous avons également la gestion des stocks pour savoir quand se réapprovisionner, avec toute la complexité liée au calcul des besoins. En bout de chaîne, la gestion des transports fournira des informations précieuses sur la chaîne logistique. Pour finir, la comptabilité donnera une vue financière du fournisseur et de ses factures. Je vais maintenant rentrer dans les étapes du cycle de vie fournisseur directement liées au processus en bleu. Je ne vais pas décrire chaque étape, mais donner quelques exemples d'alertes que l'on peut générer tout au long de ce cycle. Sur la phase de pilotage, les programmes ou familles d'achats peuvent être identifiés comme stratégiques et faire l'objet d'une mise sous surveillance spécifique. Ainsi, un fournisseur qui y serait associé, avec par exemple une note qualité en dessous d'un seuil, pourrait faire l'objet d'un plan d'action spécifique. Sur la phase de sourcing à la contractualisation, le choix des bons fournisseurs est déterminant pour l'approvisionnement. Il faut pouvoir comparer les offres sous toutes leurs dimensions. Les critères de localisation, multisource, dépendance et réputation, par exemple, doivent pouvoir être pris en compte au plus tôt. Sur la phase d'approvisionnement, les bons capteurs à toutes les étapes sont importants pour éviter l'effet tunnel. Le collaboratif fournisseur-client doit intervenir sur les commandes, bons de livraison, stock, facture, paiement, mais également et surtout sur le prévisionnel pour anticiper au maximum les risques de rupture. Sur la phase d'analyse, nous avons deux aspects principaux concernant le risque fournisseur. Le premier concerne l'activité externe du fournisseur, pour s'assurer qu'il respecte bien les réglementations, l'éthique et la responsabilité environnementale. Le second concerne son activité interne, pour détecter les anomalies opérationnelles telles que des problèmes qualité, de délai de livraison ou de prix. Pour finir, la phase de correction et d'amélioration continue doit permettre de suivre et d'analyser l'efficacité des plans d'action. Les litiges seront alors au centre de ce pilotage. Alors, face à toutes ces informations et la nécessité de sécuriser la prise de décision rapide, la tour de contrôle achat est un moyen de répondre à ces défis. Bien sûr, anticiper tous les risques liés aux crises sanitaires, environnementales ou géopolitiques est pour le moment plus un souhait qu'une réalité. Mais pour les autres risques, nous savons aujourd'hui les suivre et piloter la mise en place de plans d'action. Par exemple, concernant le respect des évolutions réglementaires, pour la loi anticorruption Sapin 2, nous avons conçu avec certains de nos clients des dispositifs automatisés d'évaluation des fournisseurs et d'analyse des dirigeants. Un autre exemple avec les minéraux de conflit. Nous pouvons suivre la chaîne d'approvisionnement et garantir que les métaux et minéraux importés n'ont pas servi à financer des groupes armés dans des zones de conflit. Mais plus largement, nous savons aujourd'hui détecter les signaux faibles et anticiper les risques sur l'ensemble du cycle de vie d'un fournisseur dans l'entreprise. Santé financière, taux de dépendance à l'entreprise, risque de rupture lié à un fournisseur monopolistique, forte variation de prix sur des matières ou composants critiques, risque lié à la localisation des sites de production ou des flux de livraison des fournisseurs. Alors, quelle tour de contrôle et comment la mettre en place? Nous avons conçu une démarche en 4 étapes, 3 étapes clés et une étape préalable de consolidation des données. Notre retour d'expérience avec nos clients nous permet d'affirmer qu'il est faisable de bâtir cette tour de contrôle en 6 à 10 semaines, en fonction des risques pris en compte. En premier, nous avons le pilotage 360 degrés du risque fournisseur, pour savoir où agir. En second, le pilotage de la qualité fournisseur, pour agir avec des plans d'action collaboratifs et suivre la bonne exécution. Et en troisième, les reporting avancés, pour détecter tôt les défaillances et orienter rapidement les décisions. Et en étape préalable,
Le prérequis à cette tour de contrôle est la création d'un hub de données supply chain pour collecter et centraliser l'ensemble des informations. Les exemples qui suivent sont principalement issus de la tour de contrôle bâtie en collaboration avec Hutchinson. Hutchinson fabrique et commercialise des produits issus de la transformation du caoutchouc, destinés principalement aux industries automobiles et aérospatiales et filiales du groupe Total. Son chiffre d'affaires en 2019 est de 4,3 milliards d'euros, avec des effectifs d'environ 44 000 personnes répartis sur 100 sites dans 25 pays. Ses dépenses achats représentent 2,6 milliards d'euros pour 20 000 fournisseurs. Concernant les solutions digitales, l'objectif ici n'est pas de faire un panorama du marché. Dans ce cas précis, la plateforme digitale achat utilisée est celle de l'éditeur français Evalua. Avant de rentrer dans les 3 étapes, parlons du hub de données. Chez Hutchinson, le défi était de récupérer l'ensemble des dépenses et fournisseurs depuis des dizaines de systèmes financiers différents et de les agréger. Au final, sans modifier les systèmes en place, nous avons automatisé le nettoyage, le dédoublonnage et la hiérarchisation des fournisseurs dans un référentiel unique pour permettre des analyses consolidées, et cela en quelques semaines. Ensuite, les branchements avec des sources de données externes ont permis d'avoir une vue 360 degrés du fournisseur, aussi bien sur son activité interne que externe. L'étape numéro 1, piloter le risque fournisseur à 360 degrés, démarre par la mise en place d'un cockpit de pilotage pour voir en une seule vue tous les fournisseurs et ceux qui ressortent en alerte. Une note globale vient consolider les notes de santé financière, de conformité réglementaire, de performance opérationnelle, de sécurité, de risque géographique, de responsabilité sociale et de risques liés au contrat stratégique. Je suis alerté ici des fournisseurs en risque et je peux aller dans la vue détaillée pour approfondir l'analyse. Allons voir celui-ci. Sa note globale est moyenne. Voyons voir quelques indicateurs de son activité du jour. D'abord, la santé financière. En allant dans le détail, nous voyons une baisse de chiffre d'affaires importante. C'est une première alerte à creuser. Ces informations proviennent de sources de données externes que proposent des fournisseurs comme Bureau van Dijk ou Dun & Bradstreet. La conformité maintenant semble correcte. Cela couvre plusieurs aspects. Le criblage concernant l'e-réputation et celui des dirigeants effectifs pour savoir s'ils respectent la loi anticorruption. Dow Jones ou Fircosoft, par exemple, fournissent ce type de données. La vérification des attestations légales est automatique, avec e-attestation ou Provigis, par exemple. Les questionnaires adressés aux fournisseurs pour s'assurer du respect de la loi Sapin 2 ne relèvent pas de risques avérés. Le respect des risques spécifiques à la supply chain est également correct. Par exemple, il n'y a pas d'alerte d'achat de minéraux provenant de pays en conflit. Cette information est fournie par la société RiskMethod. La responsabilité sociale est également correcte et nous pouvons en avoir une vue détaillée. Pour finir, le risque opérationnel est par contre présent, en particulier concernant la qualité de ces produits, et va nécessiter une mise sous contrôle. Voyons cela dans la deuxième partie. En 2, le pilotage de la qualité fournisseur permet de saisir les litiges en cours. Ils sont suivis en termes d'impact financier et de plan d'amélioration avec toutes les étapes de la démarche qualité que l'on appelle 8D. Ce fournisseur a fait l'objet de plusieurs déclarations de litige, dont en voici une.
saisi par le responsable qualité. Il précise ensuite les impacts financiers, puis le plan d'amélioration est envoyé au fournisseur qui fera ses retours dans la plateforme. Hutchinson déclare de cette manière plus de 6000 plaintes par an. Le taux de recouvrement est connu à tout instant et s'est nettement amélioré avec ce processus. Les internes et fournisseurs témoignent leur satisfaction face à plus de réactivité et de visibilité. Ce fournisseur mis sous contrôle fera l'objet à la fin de l'année d'une analyse complète que nous allons voir dans la troisième partie, le reporting avancé. Arrivé en fin d'année, une analyse globale est réalisée. Les notes combinées des achats, de la qualité, de la supply chain et sur HSE, hygiène, sécurité, environnement, donnent 65%, ce qui semble correct dans le référentiel Hutchinson. Les critères sont très variés. Ils vont de l'innovation, pour réduire les coûts ou être différenciant par rapport aux concurrents, au réglementaire, en passant par les délais de livraison ou la qualité des produits. Et en rentrant dans le détail, nous voyons que ce fournisseur a un sérieux problème, en particulier avec le délai de traitement des plaintes. Faut-il pour autant en changer? Je vous propose d'aller vérifier si économiquement il est intéressant. Je vais d'abord regarder l'évolution des cours de matière qui composent le produit que je lui achète. Ce prix s'appuie sur l'intégration automatique dans la plateforme des cours du marché des matières premières. Une nette hausse est à constater depuis quelques mois. Si maintenant je regarde le prix auquel j'achète le produit chez ce fournisseur, la courbe en bleu, elle est stable. Il ne me répercute pas la hausse du marché. La courbe grise, qui baisse, signifie que ma performance s'améliore. Ce fournisseur reste intéressant économiquement. Une dernière analyse me permet de comparer mes dépenses avec ce fournisseur par rapport à l'année dernière. En neutralisant les effets devises et volume, je constate que ma performance s'améliore en un an de plus de 2% sur la famille d'achats qui m'intéresse. En conclusion, ce fournisseur reste économiquement intéressant. La décision pour Hutchinson a donc été 1. Dans un premier temps, de faire progresser ce fournisseur afin d'améliorer significativement la gestion de ses litiges et donc sa performance opérationnelle. 2. De l'aider sur le moyen terme à rechercher des matières alternatives pour aller chercher de nouvelles sources de gains que la négociation sur les coûts matières ne permet pas d'atteindre durablement. Et 3. Anticiper et préparer l'usage de nouvelles matières et donc nouvelles sources d'approvisionnement, décision qui concerne toute l'entreprise au-delà des achats. Pour clore cet exemple, ce projet a été mené en incluant les métiers et évidemment les acheteurs et responsables qualité avec une approche agile ayant permis de bâtir une tour de contrôle en moins de 10 semaines. Je tiens à remercier Hutchinson qui m'a permis d'illustrer cette présentation. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, je vous donne rendez-vous le 18 juin pour le retour d'expérience réalisé par Hutchinson sur comment les analyses prédictives des prix matières sont utilisées pour orienter les stratégies d'achat. Je remercie également Evalua, la plateforme utilisée dans la mise en place de cette tour de contrôle. Et je vais maintenant passer aux questions que vous pouvez poser directement dans le chat. Sylvain, une question de Bruno Richard sur le chat. En quoi Evalua a apporté sa contribution? Alors, cet outil nous a permis de partir d'une base très riche en termes de fonctionnalités et a permis d'éviter trop de développement spécifique, trop d'ajustements, mais néanmoins nous a également permis d'en faire et de faire tous les ajustements nécessaires relativement simplement, tout en restant dans le standard de l'outil, c'est-à-dire que les montées de version prennent en compte tous ces ajustements et ça n'empêche pas le client de monter les différentes versions. Et en plus, c'est un outil qui évolue au fil du temps et qui intègre les spécificités que nous avons développées dans son standard au fil de ces versions. Donc, double intérêt de cet outil, partir de quelque chose de très riche
et qui couvre ici le risque fournisseur, mais pas que. Lorsque je vous ai montré le panorama global de tout ce qu'il est possible, de tout ce qu'il est intéressant de couvrir en termes de données, ici, il faut savoir que l'outil Evalua, nous l'avons utilisé comme une tour de contrôle, mais il peut derrière couvrir tous les aspects du transactionnel et tous les aspects que l'on découvre ici liés aux achats directs et plus généralement aux achats. D'où l'intérêt de choisir un outil évolutif qui permet de fonctionner en méthode agile. Ça nous a grandement facilité la tâche sur ce projet. Nouvelle question de Monsieur Richard. Il y a donc des modules qui couvrent déjà bien les risques fournisseurs. Absolument. Tout ce que j'ai présenté ici sont des modules couverts par les suites achats en général et en particulier, et de manière très avancée par Evalua, les cockpits de pilotage. Ce cockpit de pilotage est un module est en standard et quand vous installez Evalua, vous avez déjà ce cockpit réalisé. Et derrière, on définit les risques, les critères de pondération, les analyses qu'on va en faire, mais tout est fourni en standard dès les dernières versions de l'outil pour piloter ce risque fournisseur. Bien sûr, derrière, il faut brancher avec tous les systèmes en place, internes comme externes, pour avoir une consolidation, mais très rapidement, en moins de 6 à 10 semaines, en un clic, on peut avoir un écran de contrôle de toutes ces données sur un écran qui est, cet écran est tout à fait standard. Demain, vous avez une démonstration d'Evalua, vous voyez déjà cet écran-là avec les branchements qui restent à réaliser derrière et les ajustements en fonction des besoins plus ou moins spécifiques que vous auriez à ajuster dans le cadre du projet. Donc, sur cette partie analyse cockpit, c'est tout à fait standard. Sur la deuxième partie, gestion des litiges, plan d'amélioration, c'est également standard. Et sur la partie reporting, il y a aussi tout un module intégré. Il suffit derrière simplement de récupérer les données aux bons endroits, qu'on les gère dans l'outil Evalua, c'est-à-dire que si dans l'outil on fait les commandes, les contrats, les réceptions, les factures, les données sont directement accessibles, c'est encore plus simple, ou que cela reste géré dans les ERP, dans les systèmes des usines ou des sites. À ce moment-là, on tire des interfaces pour surtout pas les impacter, parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué de faire bouger des ERP qui sont sur des sites. Donc, on tire des interfaces pour récupérer toute la data de manière simple, rapide, et intégrer ça dans une unique source d'exploitation qui est Evalua et qui permettra d'en faire des analyses multidimensionnelles. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère que vous avez pu en tirer des éléments. Et puis, je vous souhaite de vous revoir très vite au prochain webinaire. À bientôt.